politique ce matin à 7h44. C'est Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Les nouvelles manifestations contre la loi de sécurité globale ont dégénéré ce week-end. Est-ce que vous condamnez la présence des casseurs ? Je pense que pour personne qui souhaite une mobilisation large, l'intervention de provocateurs qui commettent des dégradations ou s'attaquent aux policiers n'est souhaitable et n'est soutenue. Donc, bien évidemment, ça ne fait pas partie pour nous d'une stratégie politique. Mais comment lutter contre ces casseurs ? La question, donc, rappelons d'abord qu'il y a eu des mobilisations importantes parce que un des problèmes avec ce type une des conséquences de ce type de pratique, c'est qu'on en oublie quel est l'objet de la mobilisation, qui est quand même une mobilisation historique, importante, qui, selon les... Historique, la première fois, il y avait un peu moins de monde quand même ce week-end, un samedi. Il y avait du monde, et je pense que, étant donné la gravité de ce texte, c'est non seulement en France, mais jusqu'au niveau international, que cette loi est contestée et critiquée. Et donc, voilà une des raisons pour laquelle il est très dommageable que cette mobilisation en soit réduite justement à des images de violence, de destruction. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que les autorités peuvent avoir une stratégie qui permette que les manifestations se déroulent correctement, parce qu'en définitive c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens déjà ne venaient plus manifester à cause de la crainte de perdre un œil ou de se faire violenter, et là il y a un vrai débat qui devrait y avoir sur la dite stratégie de maintien de l'ordre, puisqu'on en parle beaucoup. Oui, non, mais c'est un débat. Oui, donc il faut poser la question de comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a souvent des milliers de forces de police, de sécurité qui sont mobilisées sur des manifestations. Là, vous aviez quand même un dispositif très frontal, c'est-à-dire que la manifestation était nassée, et pourtant, c'est-à-dire il y avait des lignes de policiers devant, sur le côté, derrière, et pourtant quelques centaines d'individus, c'est bien de ce que là on parle, ont réussi à faire dégénérer. Donc, du point de vue même, je pense, des spécialistes, et beaucoup l'ont remarqué, sur le dit maintien de l'ordre, puisque c'est comme ça même que le ministère l'appelle, il y a eu des défaillances. Quand vous avez autant, c'était déjà le cas en fait, depuis 3 ans sur la dite gestion des manifestations sur les gilets jaunes, avec des unités différentes qui interviennent sur le terrain, dont certaines ne sont pas formées justement à l'accompagnement des manifestations, et où vous voyez des images de policiers qui sont mis en danger du coup parce qu'on les envoie au contact, puis on les retient. Il y a une vraie question sur effectivement le dit maintien de l'ordre, parce que c'est un échec de fait. Daniel Obono, Jean-Luc Mélenchon a directement visé le préfet l'allemand, sauf qu'il y a eu des débordements également dans d'autres villes, il n'y a pas qu'à Paris. Oui, mais je pense que la question, c'est quand on constate un échec, et on peut être d'accord qu'il y a eu un échec du dit maintien de l'ordre, il faut se poser la question des responsabilités. Encore une fois, sinon, on va dire c'est de la responsabilité de qui ? Du policier ou de la policière qui obéit aux ordres qu'on lui dit d'aller ici ou là, ou d'aller au contact ou de pas aller au contact. Il y a bien une hiérarchie, et donc dans la hiérarchie, oui, il y a le préfet allemand qui est quand même connu aujourd'hui pour son positionnement très agressif, qui expliquait qu'il n'était pas dans le même camp que des citoyens, des citoyennes qui manifestaient dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc on a quand même... il peut être agressif face aux casseurs, non ? Oui, mais justement... L'échec que tout le monde constate aujourd'hui montre que peut-être que s'il avait une stratégie plus intelligente vis-à-vis du maintien de l'ordre, il n'aurait pas besoin d'être si agressif par rapport une stratégie qui n'est pas intelligente, vous dites, plus globalement préfet. Sur la hiérarchie, il y a le préfet et puis il y a le ministre. Parce que sinon, en fait, si les responsables ne sont plus responsables de rien, y compris des échecs, sur qui sera... Vous pensez que de la part du ministère de l'Intérieur et du ministre, en l'occurrence, Gérald Darmanin, il y a un laisser-faire de ces casseurs ? C'est pas une question de laisser-faire, c'est quelle est la stratégie, et est-ce que depuis 3 ans, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un vrai bilan qui soit autre chose que le nouveau schéma de maintien de l'ordre, critiqué unanimement aujourd'hui, à la fois par les journalistes qui sont directement mis en cause dans l'exercice de leur métier, mais aussi par des spécialistes justement des questions de sécurité, qui
qui n'est que la continuation de ce qui est mal fait depuis 3 ans. Oui, donc il y a une responsabilité des donneurs d'ordre de la hiérarchie et des donneurs d'ordre du ministre politique. Parce que alors, le ministre, et ça je voulais rappeler, ça met en danger les agents sur le terrain, dont ceux qui sont formés pour faire du maintien de l'ordre ne sont pas formés pour se retrouver dans des situations où ils sont agressés ou dans des situations où on les envoie et ils se mettent à user de manière disproportionnée de la force parce que rien n'est maîtrisé et ils se sentent en danger. Donc je pense que tout cela est vraiment un échec à la fois pour l'intervention policière et puis surtout pour permettre. Donc c'est un échec aussi de Gérald Darmanin, quoi. Vous réclamez quoi pour Gérald Darmanin qu'il aille jusqu'à la démission, puisque là vous vous êtes mobilisé contre la loi de sécurité globale. Il a promis qu'elle serait réécrite, voire qu'elle pourrait disparaître. Déjà, qu'est-ce que vous souhaitez, Daniel Obono ? Ces promesses, je n'engage que lui, parce que déjà, c'est un texte qui est en navette parlementaire, parce que je sais qu'en Macronie, l'exécutif est tellement habitué à avoir un parlement, ou en tout cas une assemblée nationale à ses ordres, qu'il oublie peut-être un peu le fonctionnement. Donc déjà, l'article 24 n'est pas réécrit. Il va être discuté au Sénat. Moi, étant donné les positionnements du groupe LR, jusqu'au bout, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Pour un retrait. Parce que cette loi, dans son ensemble, notamment l'article 24, est extrêmement problématique. Et encore une fois, ce n'est pas juste la France Insoumise qui le dit. Vous avez des organisations au niveau national, européen et international jusqu'à l'ONU qui a pointé non seulement l'article 24 mais la surveillance de masse avec les drones, la remise en cause de droits fondamentaux et de libertés fondamentales. Et aujourd'hui même le Financial Times qui portait il y a 3 ans Monsieur Macron ONU en le présentant comme le sauveur de l'Europe explique qu'il fait partie de ces dirigeants illibéraux au même titre que Monsieur Orban ou je ne sais quel autre président assez autoritaire dont je ne crois pas que M. Macron aimerait être comparé. Et pourtant, c'est le Financial Times qui le dit. Donc il y a quand même un petit problème de fond. À propos d'Emmanuel Macron, Daniel Obono, est-ce que vous approuvez les annonces d'Emmanuel Macron sur, par exemple, les contrôles au faciès là, il en a parlé dans l'interview. En fait, la création d'une plateforme de signalement des discriminations. Vous approuvez ça ou pas je suis assez dubitatif. Je ne suis pas sûre de savoir quoi approuver, à vrai dire, puisqu'il a un peu dit tout et son contraire. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, Madame Schiappa s'était enorgueillie d'avoir mis en place des soi-disant brigades de lutte contre les discriminations. C'était en fait une plateforme qui n'a jamais marché, qui a recueilli... il peut y avoir des échecs et puis après on peut... Oui, mais faudra peut-être en faire le bilan. Je vous rappelle que c'est même Madame Schiappa qui est aujourd'hui une des figures en vue du gouvernement pour mener et justifier un certain nombre de politiques problématiques. Donc déjà s'ils tiraient sur cette question-là, s'ils tiraient le bilan de leurs échecs et de leurs non-politiques, parce que ils ont refusé, par exemple, ce que nous proposions sur la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité, ce que demandent depuis des années toutes les associations donc, Daniel Obono, vous approuvez ou vous n'approuvez pas? Mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Si c'est pour faire une plateforme comme la ridicule plateforme Facebook des brigades contre les discriminations, excusez-moi, les syndicats de police, eux, dénoncent le risque d'une plateforme de défouloir anti-flic. C'est surtout que la question de la lutte contre les discriminations ne se résout pas par la mise en place d'une plateforme ou d'un numéro vert. Excusez-moi, parce que c'est quand même... on a l'impression d'être dans un gouvernement PTT 2.0, parce qu'il y a des numéros verts pour tout. Est-ce qu'il y a tant de dérapage que ça dans la police? La question, c'est quelles mesures on met en place, notamment dans la police, mais pas que dans la police, parce que la lutte contre les discriminations ne se résume pas à celles qui existent dans la police. Elles existent, et je pense que ces dernières semaines, malheureusement, il y a eu suffisamment de révélations dans la presse. On ne peut pas faire de quelques cas des généralité quand même, Daniel Obono. Il ne s'agit pas de faire des généralités, il s'agit de comprendre pourquoi ces comportements se produisent et continuent. On parlait ne serait-ce que sur Internet. Je disais que c'est pas juste sur Internet. Vos confrères, je crois, de Street Press ont révélé il y a quelques mois l'existence de groupes où des milliers de policiers avaient des propos sexistes, racistes, homophobes. C'était extrêmement violent et virulent. Donc ça a été révélé par la presse. 6 mois plus tard, ces plateformes existent toujours. Qu'a fait, encore une fois, la hiérarchie pour mettre un terme à cela? Et c'est d'autant plus important que dans une partie de ces révélations, ce sont souvent des policiers et des policières
eux-mêmes en fait qui dénoncent ces actes. Au sein de la police. Au sein de la police, ces lanceurs et lanceuses d'alerte ne sont pas entendus, ne sont pas soutenus, et l'action. D'ailleurs, Emmanuel Macron a sorti le chiffre de 95% de policiers qui font bien leur boulot, et donc de 5%. Écoutez, vous savez d'où il sort. Vous savez d'où il sort. Je ne sais pas d'où il sort ces chiffres. Par contre, ce que je sais, c'est que dans la police, comme dans toutes les institutions, quand on ne déconstruit pas les processus qui font que, au-delà du comportement individuel, il y a par exemple une impunité qui s'installe parce que justement les responsables, ceux qui sont en charge de la formation, ceux qui sont en charge du contrôle, ceux qui sont en charge des sanctions ne font pas leur travail, eh bien il y a une impunité et vous même dénoncez du racisme dans la police ou pas? Même quand c'est une minorité, eh ben voilà, ça déteint et ça salit l'ensemble de l'institution. Vous dénoncez du racisme dans la police? Ce n'est pas moi qui le dénonce, encore une fois. Ce sont les policiers et les policières qui, au cours des derniers mois, à travers plusieurs articles de presse, ont pointé les choses. Écoutez, moi, je suis députée du 19e arrondissement de Paris. Malheureusement, ce 19e arrondissement, en la matière, depuis quelques mois, est au centre d'un certain nombre de révélations. Je pense notamment à l'ouvrage de vos confrères journalistes, monsieur Valentin Gendreau, qui a montré dans ce livre, avec y compris des éléments audio, le comportement d'une minorité, effectivement, mais d'une minorité qui sévit depuis des mois et des mois et des mois. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'un discours anti-flic de Daniel Obono ou de la France Insoumise. C'est la réalité que dénoncent de l'intérieur. Vous soutenez justement des flics, parce que vous dites je n'ai pas un discours anti-flic, vous soutenez des policiers? Moi, je soutiens la police républicaine, oui. Et je pense que aujourd'hui, ces comportements, quand ils sont laissés impunis, salissent l'institution et salissent toutes les personnes qui aujourd'hui s'engagent dans la police républicaine pour faire autre chose. Daniel Obono, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Mercredi, Conseil des ministres, la loi autour des valeurs de la République. La ministre, vous avez parlé de Marlène Schiappa, elle veut lancer d'ailleurs des consultations avec les élus, etc. Vous y répondrez? Écoutez, on va avoir un processus encore une fois parlementaire et on verra comment ça se passe. Madame Schiappa ferait peut-être mieux déjà de faire des consultations avec les associations parce que je vous rappelle qu'elle avec des élus et des associations. Oui, mais elle a jusqu'à présent méprisé des associations aussi républicaines, laïques et légitimes que la Ligue des droits humains ou le planning familial qui ont dû l'interpeller pour lui dire que peut-être qu'il serait intéressant de les entendre. Donc déjà qu'elle fasse ce travail-là, nous en tant que parlementaires, nous ferons le nôtre puisqu'il y a une séparation des pouvoirs. Elle pourra discuter avec sa majorité. Nous, on verra, on jugera sur pièce sur le texte. Malheureusement, ce que nous en entendons est de la bouche même de Madame Schiappa, qui veut légiférer sur des faits qu'elle n'arrive même pas à quantifier. Je pense par exemple à son entretien dans un journal il y a quelques jours où elle expliquait, le journaliste posait très pertinemment la question, mais en fait, de quoi on parle? Combien de cas vous identifiez sur ces faits sur lesquels vous voulez légiférer? Sur quel fait? Je crois que c'était sur... en tout cas, c'était autour de dérives républicaines. Oui, je crois que c'était sur l'article 1. Et en fait, elle disait, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était sur, elle mettait en cause en plus des comportements de maire, mais en fait, elle n'avait aucun chiffre. Ça, on voit ça tout le long sur l'ensemble de la loi. Il y a des faits qui existent en même temps. Vous le savez. Non, excusez-moi. Je pense qu'on ne fait pas une loi. On fait pas une loi justement au doigt mouillé. Excusez-moi. Et le travail parlementaire doit permettre justement d'être précis et clair, y compris avec une stratégie de communication aussi agressive et virulente qui met en cause en plus des catégories de la population, parce que c'est quand même une loi qui stigmatise particulièrement nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane, avec des discours... non, justement, la République, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas la stigmatisation. Et la laïcité, c'est encore moins une attaque contre une religion. Et malheureusement, c'est ce que nous craignons que va donner ce débat. Dernière question, il nous reste 1 minute. Emmanuel Macron a également jugé qu'une part de notre histoire n'était pas représentée, donc il veut changer les noms de certaines rues, justement entre 300 et 500 noms. Est-ce que c'est une bonne initiative? Avec des personnalités historiques noires, par exemple.
Oui, mais je pense qu'il faut pouvoir écrire, y compris dans l'espace public, une histoire commune. Mais ça, encore une fois, au bout de 3 ans, c'est au bout de 3 ans qu'ils se rendent compte de ça, alors que ça fait des années et depuis plus de 3 ans qu'il est au pouvoir. L'important, c'est que ce soit fait, non? On va voir ce qui est fait, encore une fois, parce que M. Macron a l'art et la manière de dire une chose et son contraire, et puis au final, les résultats sont souvent bien dérisoires. Donc moi, j'attends de voir, et je pense que beaucoup attendent de voir. Encore une fois, l'intention, elle est louable, mais on a entendu de la part d'Emmanuel Macron beaucoup d'intentions louables, et dans les actions, c'était tout le contraire. Merci. Donc oui, il faut écrire une histoire commune, y compris dans l'espace public, y compris peut-être en changeant des noms, en célébrant toutes les figures qui ont participé. Et donc dans ces figures, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Un jour, vous voudriez voir une rue Obono, non, enfin, je ne crois pas que je sois aujourd'hui, mais une rue Solitude, du nom de la rebelle esclavisée Solitude. Et je pense qu'il y a beaucoup de figures comme ça. Pas une impasse. S'il y a un nom Obono, une fois que nous aurons été majoritaires dans ce pays, ce sera certainement un boulevard ou une grande avenue, tant qu'à faire. Merci Danièle Obono, députée de la France Insoumise de Paris. On pourrait continuer évidemment cette interview, mais nous sommes pris par le temps. Merci. Restez avec nous.